On va commencer, attention. Le clap sur la cuisse. Oh putain, ça fait mal. Bonjour à tous. Oh, j'ai parlé beaucoup trop près du micro. Ok, je l'éloigne. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bien plus légère que les dernières choses que j'ai faites ces derniers temps. J'avais sorti un premier épisode des Faves du moment il y a... en avril. Il y a un moment, en tout cas. Et du coup, j'avais envie de refaire le point, refaire un peu le carnet de visionnage, mon carnet de visionnage de toutes les choses que j'ai vues, que j'ai faites, que j'ai lues avec vous ensemble. Comme ça, ça me met un petit palier du « j'ai fait tout ça et j'en suis fière ». Comme ça, je me rappellerai plus tard. Et c'est plutôt pas mal. Et pour ça, j'ai préparé mes post-it. On va d'abord commencer comme la dernière fois avec les dramas que j'ai regardés ces derniers temps. Il y en a beaucoup. Mais avant de faire la liste de tout ce que j'ai vu, je voulais revenir sur un drama que j'étais en train de regarder à l'époque, qui n'était pas encore fini d'être diffusé quand j'ai sorti le premier épisode des favoris du moment. C'était Ilta Scandal ou L'amour au rattrapage sur Netflix. J'en disais beaucoup de bien. Vous sentez le mais arriver. J'en disais vraiment beaucoup de bien parce que jusqu'aux 2 derniers épisodes, du coup, jusqu'au 14e épisode, parce qu'il y en a 16 en tout, jusqu'au 14e épisode, c'est trop bien. C'est excellent même. Et les 2 derniers épisodes sont à chier. Mais nul. Je suis dégoûtée. Mais vraiment trop dégoûtée. Donc, est-ce que je vous le recommande ou pas ? Jusqu'au 14e épisode, pourquoi pas ? Et après, soyez prévenus, la fin est à chier. Mais tellement nul. Oh, je suis trop déçue. Vous avez même pas idée à quel point. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai regardé entre-temps jusqu'à maintenant ? Je ressors mon petit post-it. J'ai pas tout noté dessus parce que j'en ai regardé beaucoup. Bien plus que je pense. Et j'ai noté que ceux qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps. Il y a donc Unlock My Boss, Les liens sacrés du divorce, Napen Oma ou Une mauvaise mère en coréen. Et en français plutôt. Là, j'ai fini La traque dans le sang. Je vais revenir rapidement un peu sur tous ces dramas, pourquoi je les ai bien aimés. Et on va commencer d'abord avec Unlock My Boss. Unlock My Boss, comme ça a pas l'air d'être si fifou que ça. Mais en fait, il y a pas mal de messages dedans que j'ai trouvé très intéressants. Et un truc que j'ai particulièrement aimé, mais vraiment tout particulièrement, c'est la fin. Pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est très sévère sur les fins des histoires, parce que quand la fin est merdique, tout ce qui était avant pour moi devient merdique. C'est presque ça tout le temps, j'ai l'impression. C'est un PDG d'entreprise qui disparaît, on va dire, un peu dans la nature, mais qu'on est persuadé qu'il est téléporté dans son téléphone. Et du coup, on a le héros qui va devoir prendre sa place de PDG d'entreprise dans cette énorme boîte en devenant le nouveau PDG d'entreprise, mais aidé par le téléphone qui est en fait le PDG dans le téléphone. Ouais, c'est un petit peu compliqué dit comme ça. Je vous mettrai peut-être un résumé là, trouvé quelque part ailleurs ou mieux réfléchi parce que là, c'est pas terrible. Ça aborde des concepts pas mal, genre tout ce qui est genre les nouvelles technologies, etc. Et en soi, c'est marrant parce que j'ai regardé beaucoup de dramas qui ont fait, enfin quand même beaucoup parler d'eux, mais celui-ci, même s'il payait pas trop de mine au début, le cheminement est vraiment correct et la conclusion me va à ravir. Je trouve que ça colle complètement avec toute l'histoire, toute l'image qui est dans le drama, etc. Ça joue plutôt bien, le casting est plutôt chouette aussi. Ça fait très longtemps que je l'ai regardé, mais je sais que la fin m'a particulièrement marquée et que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à une sorte de plot twist, on va dire, mais qui fait complètement sens. Et juste pour ça, genre, j'adore ce drama. Ensuite, pour les liens sacrés du divorce, on suit un avocat qui est spécialisé dans les affaires de divorce. Une mention spéciale pour l'amitié entre les 3 potes, le héros et les 2 personnages secondaires qui est exceptionnelle. Genre vraiment, j'adore. J'ai adoré de bout en bout leur amitié, je l'ai trouvé vraiment super drôle. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment très drôles, et il y a pas mal de trucs qui sont aussi ultra triste. C'est vraiment la particularité des dramas coréens et aussi du cinéma coréen, je trouve, qui est de mêler plusieurs genres en même temps, et ça fonctionne, et c'est toujours ça qui est très cool. Donc sur celui-ci, j'ai passé un excellent moment. L'avant-dernier que j'ai fini assez récemment, c'est Une mauvaise mère, donc Napen Oma, et celui-ci, il m'a bouleversée.
Mais sur tellement de points. Quand j'avais vu juste le trailer et tout, je me suis dit, oh pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant. Ça parle d'amour, on dirait, même si le titre ne transmet pas cette idée-là. Mais j'ai pas envie de vous spoiler trop loin, parce que y a vraiment plein de choses qui se passent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ce drama, c'est vraiment un drama d'amour, mais d'amour maternel, d'amour parental. Et j'ai adoré ce drama qui est d'une sincérité, à quel point ça doit être compliqué d'être une mère, tout simplement, d'une mère qui élève seule son enfant, ou plein de petites choses comme ça en fait. Et oh là là, mais qu'est-ce que j'ai adoré. Et un truc assez drôle aussi, c'est un petit détail, mais une grosse partie de l'intrigue se passe à la campagne. Et j'adore. Alors c'est bête, hein, mais j'adore. Le contexte, c'est tout. J'adore. Ça participe à apporter de nouvelles réflexions par rapport justement aux relations sociales qu'on peut avoir avec les gens, parce qu'à la campagne, tout le monde se connaît. Quand c'est un hameau de genre 5 maisons, et du coup, bah vraiment, là, tout le monde se connaît. Si tu peux pas piffer quelqu'un, t'es un peu dans la merde pour l'éviter. Mais c'est genre ultra intéressant pour des nouvelles thématiques comme ça. Le casting, il est parfait. Je crois que c'est Lee Do-hyun qui s'appelle le comédien, l'acteur. Il joue incroyablement bien. Dans Nappon Namma, je le trouve exceptionnel. Je suis complètement fan de ce personnage. Le dernier drama que j'ai vu en date, que j'ai fini hier soir, parce que j'ai regardé 3 épisodes d'un coup. Oupsie. Il s'agit de La traque dans le sang. Alors j'en avais entendu un peu parler, ça avait fait un peu de bruit quand même sur les réseaux sociaux par rapport au casting, etc. Le casting. Mais j'hésitais un peu à regarder parce que j'avoue que les bails de type... ça se tape dessus, hémoglobine et adrénaline. À donf, j'aime pas du tout ça. Donc pour celui-ci, j'allais un peu à reculons, mais je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Alors il y a un peu trop d'hémoglobine à mon goût, vraiment. Les derniers épisodes, ou même des passages des premiers épisodes déjà, j'ai passé comme ça. Et je me suis dit, on va attendre un peu que ça passe. Parce que ça me... Mais j'ai trouvé l'intrigue vraiment très très bien écrite pour raconter vite fait l'histoire. On va dire que ça parle d'usuriers, de personnes qui ont des dettes et qui doivent rembourser ces dettes-là, mais qui ne peuvent pas parce que les usuriers ont toujours une stratégie pour leur voler encore plus d'argent. Enfin bref, c'est tout un système en particulier. Mais j'ai beaucoup apprécié ce drama, malgré le fait que ça ne soit pas du tout ma came de base, parce que je trouve que le casting était vraiment très chouette. Par exemple, le héros, je n'ai jamais vu un héros comme ça. Genre, avoir un peu ce côté imbécile heureux, ce qui est vraiment un compliment, attention, ce côté imbécile heureux, hyper droit dans ses bottes, mais je l'ai trouvé genre d'une pureté, d'une sincérité, vraiment d'une douceur, j'ai adoré. Et l'amitié entre les deux potes là, Woojin, c'est ça, Woojin et Kwon-woo, oh mon dieu, ils étaient trop choux. Je les adore. J'ai vu en plus Exo Kitty. Peut-être que si vous me le demandez, je vous écrirai en commentaire ce que j'en ai pensé en dessous. Voilà. J'ai regardé aussi Racket Onion, les Racket Boys, d'après une recommandation de Sam pendant l'émission justement de BJ qui s'appelle Korea Liu. Je me suis dit, ça a l'air d'être pas mal, donc j'ai envie de regarder. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe à la campagne. C'est une très très belle histoire d'amitié. Franchement, j'étais très touchée. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup regardé d'émissions de télé-réalité, je vous avoue. Il y a Sirène qui me tente vraiment bien sur Netflix, mais que j'ai pas encore commencé. Mais j'avais quand même envie de vous parler de 2 autres trucs. C'est des sortes d'émissions de divertissement. Il y en a une qui s'appelle... Je regarde sur mon post-it. C'est l'émission de Young-ji qui s'appelle Tu pues le dos Optiman, un truc du style, ou Nothing is Prepared. Je pense que vous avez déjà vu des clips. Et l'interview des artistes, le 3/4, ouais, c'est des artistes, des chanteurs, chanteuses, idoles aussi, il y en a quelques-unes. Chez elle, en train de boire un coup autour d'un verre, il y a son interview, enfin l'interview qu'elle a fait avec Hoshi des Seventeen, qui a pas mal tourné parce que Hoshi, au bout de 15 minutes, il était complètement rebou et c'était quand même très drôle à voir. Et pour les personnes qui apprennent le coréen, je trouve que c'est un bon exercice dans le sens que, alors oui, ça parle extrêmement vite, c'est extrêmement dur à tout comprendre, mais vous avez les sous-titres anglais, donc ça aide vraiment beaucoup. Et pour la partie aussi, apprendre les derniers slangs, donc c'est-à-dire apprendre les dernières expressions de jeunes. Je trouve que c'est une très très chouette émission et en plus c'est surtout extrêmement drôle. J'adore la personnalité de Young-ji, pardon. Je kifferais la voir en concert, suivant que je connais pas trop ses sons, mais j'aime trop la vibe qu'elle dégage, elle a l'air d'être trop trop sympa. Donc là-dessus,
Je vous recommande ce truc-là, surtout si vous apprenez le coréen comme ça, pour l'oreille, ça va vous aider, je vous assure. Et il y en a une deuxième émission sur YouTube qui s'appelle Chonkwata, qu'on peut traduire comme le détenu, mais en fait c'est un jeu de mots. Il s'agit de Lee Chang-sop qui fait partie du groupe B2B, oui c'est ça, B2B, qui a une émission spéciale où en fait il fait... Chaque jour, il change de spécialité à la fac et il change de campus. C'est un peu pour comparer et montrer tout ce qui est possible en fait pour les jeunes, niveau des cours qu'il y a, niveau de tout ce qui est intéressant de faire, et puis niveau des facs aussi. Et au-delà d'être une chouette émission pour les jeunes coréens, je trouve, pour au cas où ils se posent des questions sur leur avenir, Lee Chang-sop est à crever de rire. Vraiment, il est super drôle dans cette émission. Si je dis pas de bêtises, elle est traduite... elle est sous-titrée en anglais, je crois. Et un peu comme l'émission de Hyangji, je trouve que c'est des chouettes vidéos pour apprendre les derniers slangs. Et en plus, ça permet de voir plein de campus différents. Donc si vous voulez faire un jour un échange universitaire, ou juste intégrer une fac dans une spécialité en particulier, ça peut être intéressant à regarder. On va enchaîner maintenant sur les bouquins que j'ai lus ou que j'ai même reçus ces derniers temps. Et je me rends compte que depuis le début, il y a le pied de mon micro dans le cadre. Voilà, professionnel. Pour commencer, j'ai lu Amande de... Je déteste la romanisation parce que je sais pas comment ça se lit. Son Won-pyong, j'espère que c'est ça. Comment vivre quand on ne ressent rien, qui est un roman best-seller coréen dont je crois que c'était Rap Monster, enfin RM des BTS qui en avait parlé, et ça a fait tellement de foin que j'étais quand même curieuse de lire cet ouvrage. Il faut savoir que dans mon histoire de lectrice, parce que je suis de l'équipe qui n'aime pas lire de base, ce bouquin fait, je crois, 350 pages, un peu moins de 350 pages, il fait, allez, 330 pages. Je l'ai lu en 24 heures. Pour moi, c'est exceptionnel. Normalement, 330 pages, je le lis, allez, en 2-3 semaines. Mais celui-ci, c'est vraiment l'exception à la règle. Ça parle donc d'un gamin. Il a ce qu'on appelle les amygdales, enfin derrière, ça a la forme d'amande, donc c'est pour ça que ça s'appelle amande, où se loge, derrière le cerveau, où se loge, enfin une partie du cerveau, où se loge, je réserve vers ma phrase, tout ce qui est les émotions, les sentiments, etc., même la peur, la joie, etc. En fait, les siennes n'ont pas grandi, et du coup, il est complètement autiste des sentiments et des émotions, et du coup, il sait pas trop comment ça marche. Et oh la vache, oh mais quelle lecture! Déjà, le truc que j'ai pas capté, c'est pourquoi ce bouquin est rangé dans la littérature jeunesse, genre c'est à lire à partir de 12-13 ans, si je dis pas de conneries. D'où Jésus, moi je laisse pas mon gamin de 12-13 ans lire ça. Si en soi, par exemple, l'histoire ne vous intéresse pas, vous êtes pas hypé ou des trucs comme ça, la plume, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment une putain d'expérience à vivre. C'est écrit comme, du coup, le héros qui ne ressent pas d'émotion, mais qui est témoin de choses vraiment sordides, ou alors hyper joyeuses, ou alors hyper tristes, et que... Du coup, toi, tu le ressens 1000 fois plus que le héros, et le héros, il est juste en train de décrire la situation en mode « Ah ouais, il est mort. » Et toi, t'es « Mais bordel le cul, mais non, mais C'est hyper étrange comme lecture, mais je trouve que c'est une super expérience à lire quand même quand vous êtes motivé, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment... des passages qui sont vraiment hardcore. Ensuite, on a... Il faut que j'aille récupérer... Ah, il est là. On a la maison d'édition Keyword m'a gentiment envoyé Idol et Papa à la fois. Il faut dire Idol ou Idol? J'ai toujours dit Idol. Bref. Une famille à tout prix, le tome 1. J'en avais quand même pas mal entendu parler et on m'avait dit que c'était plutôt pas mal. On a l'héroïne qui s'appelle... Comment s'appelle là, Yuche, qui désire désespérément être une maman en fait, et qui va tomber enceinte. Mais qui va être maman sans... Enfin par... Comment ça s'appelle? Opération in vitro. Mais du coup, déjà, parler de ça dans un bouquin, j'avais jamais entendu parler de ça dans une histoire ou quoi au caisse, donc je trouvais ça très rafraîchissant. Et il s'avérait que le donneur de sperme, en tout cas celui qui a été utilisé pour son opération, s'avérait être une idole. Le pourquoi du comment une idole a fait un don de sperme, je ne ferai pas... Mais ils vont évidemment se retrouver tous les deux, il y aura une histoire de romance, etc. Allez, c'est choupi tout plein, c'est pas pour moi. Très clairement, c'est plus le genre de lecture qui m'intéresse. Mais je pense que pour les personnes un peu plus jeunes,
ça pourra ravir, vraiment. Suivant que ça aborde quand même des sujets qui sont assez genre lourd, comment dire, les familles monoparentales, tout ce qui est l'alcoolémie, etc., les enfants battus, machin. Du coup, là-dessus, je trouvais ça quand même, comment dire, très chouette d'inclure ça dans le bouquin. Je remercie encore une fois Keyword de m'avoir envoyé ce bouquin. Comme je ne l'ai pas acheté et que j'ai pas envie de le revendre, je vais le laisser dans une boîte à lire quelque part, alors dans Paris, désolé les provinciaux, mais dans Paris. Je pense que je vous dirai sur Instagram un peu plus tard où et dans quelle boîte à lire je le laisserai. Donc si vous voulez le récupérer, bah, vous pourrez le récupérer là-bas. Les copains de Keyword m'ont en plus envoyé, ils sont trop mignons. Ils m'ont envoyé les Quelle Essence, c'était, et c'est toujours, une de leurs nouvelles collections pour apprendre le coréen, tout ce qui est vocabulaire. Ils m'ont envoyé les 100 jours de vocabulaire et les 100 jours de grammaire. Alors j'avoue, les 100 jours de grammaire, j'ai pas du tout envie de les faire parce que je déteste la grammaire. Mais les 100 jours de vocabulaire, je compte bien le tester. Pas pendant 100 jours, on va pas mentir. Mais pendant, peut-être 1 ou 2 semaines, je me prêterai au jeu et je pense que je filmerai ça pour voir si j'arrive à retenir le défi. J'ai feuilleté un petit peu, en tout cas, celui sur le vocabulaire. Alors, il a l'air d'être hyper complet. J'étais tombée un truc sur une partie sur la politique. Je fais « Ah ouais, quand même !» J'étais très surprise. Après, ça a l'air d'être vraiment indigeste, dans le sens où il y a énormément d'informations. Indigeste, mais quand même très complet. Donc si vous êtes ultra motivé et que vous arrivez à apprendre tout seul une langue, ce qui n'est pas mon cas, je pense que vous allez vraiment progresser, en tout cas avec le vocabulaire, c'est sûr. La grammaire, j'ai pas encore feuilleté, mais franchement, je les trouve assez bien faits. Et un dernier cadeau qu'ils m'ont envoyé, et que ça, j'avoue que j'ai très hâte de le faire, mais je sais pas comment est-ce que je le fais, si je le fais sur Instagram ou sur YouTube, c'est le K-Games. Les jeux 100% Korean Pop Culture, l'édition Summer 2023. Je pense que ça peut être très drôle parce que il y a pas mal de questions sur la K-pop, suivant que je ne suis plus du tout la K-pop depuis très longtemps, en tout cas pas de manière assidue. Après, il y a quelques parties sur la culture coréenne en général, donc je pense que ceux-là, je peux me défendre. Je partagerai ça peut-être en direct sur Instagram. Si je fais un live sur Instagram, ça peut être marrant, on fait ça ensemble. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire, mais cet été, je me compte bien faire quelques petits exercices dessus là. Et comme ça fait un sacré moment que je parle, je vais pas parler de films ici, parce que j'en ai pas vu tant que ça en fait. J'en ai vu beaucoup des films coréens quand j'étais au centre culturel coréen, mais c'était dans le cadre d'une vidéo que voilà, vous avez le là ou là. Je le saurai jamais. Niveau film, j'ai pas vu grand chose. Au cinéma, j'ai été voir Okuzai et ce matin, j'ai été voir Love Life, qui sont 2 films japonais encore. Est-ce que je dois voir un signe dans tout ça ? Okuzai, j'ai vraiment pas forcément incroyablement kiffé. C'est un truc où je me suis fait vraiment royalement chier à certaines parties, même s'il y avait des moments qui étaient très beaux, mais je me suis fait chier. Et Love Life, comme le dit l'affiche dans le métro, il faut pas spoiler. Et je trouve que c'est la meilleure des choses à faire, meilleure des choses à dire, le meilleur marketing pour un film. J'ai aussi vu un autre film au Centre culturel coréen, parce qu'ils font des projections de ciné-club. C'était malheureusement la dernière de cette année scolaire, donc il faudra attendre la rentrée en septembre-octobre pour avoir les nouvelles projections. Mais si ça vous intéresse de voir des films du coup coréens sous-titrés en français avec plein de gens pour pouvoir échanger après, et avec surtout un entretien, enfin un échange avec une intervenante ou un intervenant sur le film, n'hésitez pas justement à regarder sur le Centre culturel coréen, parce que franchement c'était très très chouette. J'ai été voir Pomjewa Jeonjeng, si je dis pas de bêtises, qui est un film que je voulais voir déjà de base pour ma vidéo sur le cinéma et l'histoire. Bon, j'ai pas grand chose à dire, à part que les musiques sont très cool, mais sinon c'est vraiment pas du tout mon genre de film de base. Mais juste comme ça vous êtes au courant, soyez attentifs à ce qui se passe au Centre culturel coréen, parce qu'il y a souvent des trucs très chouettes. Et au-delà du cinéma, ils font aussi des spectacles qui sont 100% gratuits. Il faut juste être très rapide sur les réservations, parce que ça part en un clin d'œil. Et justement, on va refermer cette vidéo sur les spectacles que j'ai vus depuis la dernière fois, et j'en ai vu quand même pas mal, et là-dessus je suis très très contente. J'ai été voir un spectacle de...
J'ai complètement oublié le nom, je vous mettrai l'affiche à droite ou à gauche quelque part. On va dire de musique traditionnelle où je passais un très très chouette moment. Et ça fait toujours du bien en fait de découvrir de nouvelles choses. Entre temps, j'ai aussi fait, rien à voir, hein, le concert de Radwimp. Et ça me fait hurler de rire parce que dans la dernière vidéo de mes favoris du moment, je parlais de Suzume en disant que j'étais ultra fan des Radwimp. Et au moment où j'upload la vidéo en ligne, Radwimp annonce leur venue en France pour leur concert. Évidemment, j'ai été les voir. C'était trop bien. Donc Jésus, je suis trop contente d'avoir réussi à les avoir vus au moins une fois dans ma vie. Alléluia. Le prochain groupe, ça va être One Ok Rock. Et j'ai beaucoup trop hâte, ça va être trop cool. Il y a un autre spectacle dont je voulais absolument vous en parler. Parce que je suis accro. Mais c'est pas permis en fait. J'ai toujours eu envie d'aller voir des comédies musicales. Mais j'ai jamais, franchi le pas. La première comédie musicale que j'ai vue de toute ma vie, c'était du coup cette année, en mai dernier. Non, c'était en avril. Fin avril dernier, c'était Le Roi Lion. Au Mogador, j'ai passé un très très chouette moment. J'étais en mode ouais, Roi Lion, trop cool, les chansons elles sont trop bien. Première chanson, je chiale déjà parce que c'est trop beau, etc. Mais c'est pas cette pièce-là que j'avais envie de vous parler. Ça, c'est que la partie introduction. C'est-à-dire que grâce à cette démarche d'aller voir du coup Le Roi Lion au Mogador, je me suis dit, je vais aller voir d'autres pièces qui me font envie depuis très très longtemps, mais que je n'osais pas aller voir. Et il y a une pièce qui me fait envie depuis l'année dernière, parce que j'avais flashé sur l'affiche, tellement je la trouvais what the fuck, et tellement je me disais, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est légal de montrer ça en France? Il s'agit des Producteurs. Les Producteurs, c'est une comédie musicale de Mel Brooks, Mel quelque chose, j'ai complètement oublié, qui est une comédie musicale de Broadway. De base, c'était un film qui est devenu une comédie musicale, qui est redevenu un film adapté de la comédie musicale. Posez pas de questions. Et ici, c'est la première fois qu'elle est adaptée en français, en France, par Alexis, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui se passait au Théâtre de Paris jusqu'au 25 juin dernier, c'est-à-dire hier. Et je vous avoue que j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir aller à la dernière, parce que c'était un dimanche, je travaille le dimanche, et c'était à 16h en plus, donc en plein milieu d'après-midi avec le taf, j'aurais pas pu aller la voir. C'était exceptionnel. L'histoire déjà de base est très drôle. On a un producteur de Broadway qui enchaîne les échecs sur les échecs sur les échecs, et suivant que de base c'était vraiment le top du top, sauf que là il est vraiment en mode putain j'arrive pas à remonter la pente, qu'est-ce que je fais, je suis perdue, ça y est, esta la muerte, y avait tous mourir, au secours, blablabla. À ce moment-là entre en scène le second personnage principal qui s'appelle Léopold Bloom, qui est l'expert comptable et qui va lui dire tiens c'est marrant, parce qu'en soi si vous faites vraiment un énorme flop, vous pouvez gagner plus en jouant avec des investissements, etc. Enfin bref, truc complètement illégal. Sauf que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd pour le producteur de Broadway célèbre Max Bialystock, qui se dit c'est une très bonne idée. Et c'est de là que va commencer cette comédie musicale où ils vont essayer de trouver la pire des pièces à mettre en scène, et ils trouvent en effet la pire des pièces, et elle s'appelle... Je vais l'afficher à l'écran parce que je sais pas si si YouTube va me striker après. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est horrible de base, mais ici c'est ultra drôle parce que c'est full humour noir, c'est blague sur blague sur blague, et le truc que je trouve assez étonnant c'est que de base je déteste l'humour noir, c'est pas le truc qui me touche du tout, sauf que là c'est tellement fait avec brio, avec une interprétation parfaite des chansons exceptionnelle, la dynamique dans cette pièce était folle. Et c'est du coup de là où je veux en venir, c'est que en plus d'une histoire où je me suis bidonnée de rire, c'est que le cast était exceptionnel. Et en fait, plus que la pièce, c'est le cast qui me manque. Il y avait un côté très colonie de vacances et très familial en fait. D'un point de vue extérieur, on dirait que c'est vraiment des potes qui font que des conneries et qui s'amusent sur scène, et ressentir ça m'a fait un bien fou. Ça me rappelle les tout premiers concerts que j'ai fait où j'étais émerveillée de voir des groupes que j'attendais depuis si longtemps. Là, j'étais de nouvelle fois émerveillée de voir des gens, plutôt des potes, qui s'amusent entre eux à dire des blagues, à chanter, à danser, suivant qu'ils chantent extrêmement bien, les claquettes, ils dansent trop bien aussi, les changements de décor, de costumes. Je vous avais dit que j'étais fan ou pas? D'ailleurs, anecdote, la pièce des Producteurs, c'est vraiment le seul endroit où j'ai récupéré
les confettis de la pièce qu'on voit derrière, que j'ai rangé dedans. De base, je me foutais un peu de la gueule de tout ce qui était les nanas au concert de K-pop ou qui ramassaient les confettis parce que je trouvais ça dégueulasse. Je suis désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je fais exactement la même maintenant. En tout cas, de tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers mois, c'est de loin la chose qui m'a le plus touchée, où j'ai le plus de souvenirs et où j'ai le plus ce syndrome de dépression post-spectacle, tellement j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai été la voir 2 fois, une fois en mai, une fois en juin, et j'aurais rêvé la voir pour le final, parce qu'il y avait une standing ovation au final. Les 2 fois où j'ai été, je crois que j'étais la seule à me lever. J'étais un petit peu déçue des autres spectateurs, parce que moi je l'ai trouvé toujours aussi exceptionnel, et je trouve que ça méritait une standing ovation. Ça faisait plus de 2 ans qu'il a joué du coup au théâtre de Paris. Et du coup, maintenant c'est fini. Et j'avoue, je suis très triste. Et là, je viens de regarder mon enregistrement et j'ai 53 minutes de blablabla. Je suis pas dans la merde. Je vais arrêter cette vidéo là maintenant. Je pense que si je gère à peu près, elle peut faire environ, 15-20 minutes. Mais ça veut dire que j'ai squeezé beaucoup de trucs. Et si c'est le cas, désolé, mais je parle trop. Et puis, vous allez pas regarder une vidéo d'1 heure. Mis à part ça, j'espère que vous avez découvert des trucs qui pourraient vous plaire dans cette vidéo. Avant de vous quitter, j'avais quand même envie de vous laisser un petit message de remerciement et de bienvenue aussi aux nouveaux, parce que on a passé, je pense, mon objectif sur YouTube. Alors il y en a qui visent les 100 000, le million. Moi je visais les 500 abonnés. Et on les a fait. Oh mon dieu! On a eu les 500 abonnés sur la chaîne et franchement je suis ultra fière, vous avez même pas idée à quel point. Du coup pour ça, merci beaucoup. Vraiment sincèrement, bienvenue aux nouveaux et merci aux vieux d'être toujours là. Vous êtes vraiment le sang de la veine, comme on dit, comme disent les jeunes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue, enchantée. Je m'appelle Carole, je parle de l'histoire de Corée, je fais un petit peu de vulgarisation d'histoire de Corée. Je ne suis pas historienne, mais j'aimerais le devenir. Peut-être. J'aime beaucoup l'animation et les studios Ghibli. Je pense que ça peut se voir en arrière-plan avec, on a Totoro là, on a des références à Ghibli un peu partout. J'aime la musique coréenne, etc. Et sur la chaîne, vous trouverez des vidéos de vulgarisation sur l'histoire de Corée, des vidéos comme celle-ci sur les trucs que j'aime bien, parce que c'est cool, et des playlists de musique coréenne en tout genre, et plein de shorts, une fois de temps en temps, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, pour ceux qui sont arrivés jusque là maintenant, vous êtes exceptionnels. Vous êtes vraiment les meilleurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ça vous plaît, et si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager à vos potes. Je vous dis à la semaine prochaine, à l'heure du goûter, le dimanche, 16h15, et la bise. Et ceci étant dit, je vais aller chercher mon linge parce que ma machine lavée est finie. Bisous. Et je recommence et je refais un clap sur la cuisse. Sur le mollet. Aïe. 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 Aïe.